Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Tout d'abord, le bon début des vacances d'hiver. Les touristes étrangers et français sont au rendez-vous après 2 années marquées par les restrictions sanitaires. Un ouf de soulagement pour les professionnels, comme nous le montrera la rédaction de Vosges Télévisions. Bon pour l'environnement, mais pas forcément pour les affaires. La multiplication des zones à faible émission dans les grandes villes suscite inquiétude et colère de la part de certains commerçants. Nous irons nous en rendre compte à Montpellier avec Via Occitanie sur place. Et si dormir dehors en hiver était bon pour le sommeil, c'est l'expérience, en tout cas osée et réussie, d'une crèche en Bretagne. La sieste nordique, comme on la surnomme, permet aux bébés de dormir plus longtemps. Un reportage étonnant à découvrir avec les chaînes de TBO et TB Sud du groupe Le Télégramme en Bretagne. Devenir célèbre et gagner de l'argent à tout prix. Les Vedettes, le nouveau film du Palma Show, est sorti dans les salles mercredi. La rédaction de TV78 a assisté à l'avant-première avec les 2 humoristes dans les Yvelines. Certains d'entre vous en profitent peut-être déjà. Les vacances de février vont s'étaler jusqu'en mars. La zone B avec le Grand Est a ouvert le bal depuis 1 semaine. Dans la station de La Bresse, dans les Vosges, les skieurs étaient au rendez-vous sur les pistes. Une belle fréquentation et un indice de confiance de bon augure pour les responsables de la station. Les vacances de février représentent en moyenne 65% de leur chiffre d'affaires. La préfecture des Vosges et ses partenaires ont profité de cette affluence pour proposer une journée découverte des beautés du massif, mais aussi de ses dangers, avec une démonstration des sapeurs-pompiers. Reportage de Marie-Danielle Rogovitz pour Vosges Télévisions. C'est parti pour les vacances de février qui vont durer 1 mois. C'est la zone B qui inclut le Grand Est qui ouvre le bal. Et samedi dernier, à la station de la Bressonnec, 31 pistes sur 33 étaient ouvertes, de quoi faire le bonheur des skieurs pour une journée ou plus. C'est la première fois qu'on venait ici et c'est cool. Là, juste aujourd'hui, entre amis, pour fêter un anniversaire, on est content. En tout cas, cette première journée avait des airs presque d'avant-crise. Le protocole sanitaire est en effet allégé, plus d'obligation des masques en extérieur, à porter seulement sur les remontées mécaniques, considérées comme des moyens de transport public. Le pass vaccinal est requis pour y accéder, avec des contrôles aléatoires. Contrôle des passes sanitaires, messieurs, dames. Pour les 12-15 ans, c'est encore le pass sanitaire qui peut s'appliquer. Mais pas de quoi freiner la fréquentation. Les vacances de février, elles représentent dans cette station environ 65% du chiffre d'affaires et les responsables sont confiants. Sur cette première semaine, entre 6 et 8 000 skieurs, et puis sur la semaine prochaine, on sera plutôt entre 8 et 10 000 skieurs par jour sur les vacances de février. C'est ce qu'on avait les années précédentes. Vraiment les épaules et après tu tournes. Samedi dernier, c'était aussi l'occasion pour la préfecture et ses partenaires d'aller à la rencontre du public pour une autre découverte de la montagne, mais aussi pour en connaître tous les risques avec cette démonstration de secours en cas d'avalanche. On a une personne ensevelie, il faut qu'on la trouve. C'est un signal ? On est un massif de moyenne montagne, mais le risque montagneux est présent. Et du coup, c'est une journée de prévention pour sensibiliser les gens à ces risques-là. Tout est dit pour profiter pleinement des vacances et cela semble bien parti pour le massif des Vosges, une destination prisée avec des taux de remplissage des hébergements ici à la Bresse pour cette première semaine déjà de 80%. Voilà, la montagne toujours. Les stations de ski sont de plus en plus impactées par le changement climatique et elles se préoccupent de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, certaines d'entre elles recyclent le caoutchouc utilisé dans leur remontée mécanique, vous allez le voir. Celui-ci peut être ensuite exploité et servir de revêtement. Les explications avec ce reportage de Emmanuel Jo pour la rédaction de 8 Mont-Blanc sur place. La prise de conscience mondiale de l'urgence climatique s'opère jusque dans les stations de ski. Générant chaque année près de 800 000 tonnes de CO2, les domaines skiables français restent toutefois à l'affût de solutions pour réduire leur empreinte écologique. L'une des dernières en date concerne les quelques 80 tonnes de caoutchouc utilisées chaque année par les remontées mécaniques. Ce caoutchouc, il a une durée de vie, c'est un caoutchouc, il a une durée de vie d'à peu près 5 ans. Et du coup, au bout de 5 ans, aujourd'hui, c'est incinéré en fait. Et donc nous, on va les récupérer, ces caoutchoucs. On va les amener jusqu'à la société Plymouth française, donc à Feyzin,
On a co-investi plus de 600 000 € là-bas pour faire un outil de transformation du caoutchouc. On va revenir à de la pâte prête à cuire, on va dire. Et avec cette pâte prête à cuire, on va fabriquer des sols en caoutchouc. On évite à 80 tonnes en France d'aller brûler. Et puis en parallèle, on fabrique des sols ici en région Auvergne-Rhône-Alpes au lieu de les importer d'Asie. Un investissement permis par la région via le plan montagne et qui s'est avéré être payant. Cela après 3 années d'efforts et de recherche afin d'élaborer un nouveau procédé pour traiter tous les types de caoutchouc utilisés sur le marché. En fait, ce qu'on récupère, nous ne savons pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous sommes obligés par la R&D de savoir qu'est-ce qu'il y a comme additif. Des fois vous trouvez du métal, des fois vous trouvez de la fibre, d'autres fois vous trouvez du Kevlar. Mais on est arrivé à avoir quasiment en stock chez nous, pour ne pas les incinérer, 500 tonnes. Les dalles emboîtables ainsi créées, composées de 75% de caoutchouc recyclé, sont d'ailleurs déjà installées dans les gares du Funiflène, tout fraîchement rénové. Pour l'instant, en phase de test, le principe séduit déjà de nombreuses stations. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on soit en zéro net carbone sur notre activité. Donc tous les leviers sont bons à prendre, on ne peut rien laisser de côté. Il ne suffit pas que ce produit soit issu d'une filière de recyclage, ça c'est très bien, mais il faut aussi qu'il réponde à nos exigences en termes d'usure, en termes de résistance au glissement. Si les premiers retours sont positifs, il faudra toutefois attendre la fin de saison et le vrai retour d'expérience avant de proposer cette solution à de nouvelles stations et à de nouvelles nations. Voilà, elles visent aussi à améliorer notre environnement. Les ZFE, zones à faible émission, se multiplient un peu partout en France. À Montpellier, la ZFE sera effective le 1er juillet prochain. Elle prévoit progressivement jusqu'en 2028 l'interdiction des véhicules les plus polluants dans certaines zones de l'agglomération montpelliéraine. Elle inquiète aussi les entreprises, commerçants et artisans. Linsley Wamo pour Via Occitanie sur place. Regardez. L'annonce du calendrier de la ZFE provoque l'effroi chez des professionnels à Montpellier. La zone à faible émission, une décision gouvernementale appliquée par les métropoles, prévoit l'interdiction des véhicules polluants dans certaines zones. Une annonce très mal vécue par ce jeune artisan spécialisé dans le food truck. Dès l'année prochaine, il ne pourra plus circuler librement avec ce véhicule diesel dans la ville, noté critère 5. Alors ce véhicule, pour nous, il est essentiel. On le charge beaucoup. Après, c'est vrai qu'on fait aussi de la restauration, donc il a un côté vachement pratique parce qu'il est frigorifique. Un véhicule comme ça, neuf, ça vaut 50 000 €. Et nous, on n'a pas du tout les moyens de se racheter un truc neuf. Antoine devra pourtant se tourner vers l'achat d'un véhicule essence moins polluant ou électrique. Ce dernier, impensable pour lui. Le problème du véhicule électrique, c'est que si vous lui mettez 1,5 tonne de charge à l'arrière, l'autonomie passe de 400 à 15 km. Voilà. J'ai monté ma boîte il y a 3 ans et demi, je joue le jeu à fond et j'ai l'impression qu'il y a peu de compréhension quand nous on demande un petit peu à être aidés. Suite à l'annonce du calendrier, la Chambre des métiers et de l'artisanat ont reçu plusieurs courriers d'artisans inquiets. J'ai plus de 300 artisans qui m'ont écrit. Aujourd'hui, ce que je demande aux institutions, c'est collaborer complètement avec eux pour pouvoir trouver une issue favorable à tout le monde. De l'autre côté, la métropole rappelle qu'il existe des aides pour soutenir l'achat de nouveaux véhicules et se dit ouverte à la discussion. Nous allons établir des dérogations, mais sur les véhicules utilitaires où il y a effectivement des équivalences avec des modèles essence, des modèles au gaz naturel, des modèles au bioéthanol, des modèles électriques, là effectivement les dérogations seront plus limitatives, mais nous sommes effectivement ouverts au dialogue. Une réunion entre la Chambre de l'artisanat et la métropole est prévue le 18 février prochain. L'artisanat génère plus de 100 000 emplois dans l'Hérault. Et puis Elisabeth Borne, la ministre du Travail, était l'invitée de Face au territoire ce jeudi sur TV5 Monde. Elle est notamment revenue sur la question de l'emploi des seniors dans le cadre d'une réforme des retraites. Un sujet qui pourrait être brûlant pour le prochain président de la République. Regardez à ce sujet cet extrait et la réponse de la ministre. Si jamais il devait y avoir un deuxième mandat d'Emmanuel Macron et une réforme des retraites, il y a quand même un sujet, c'est l'allongement de la durée de travail, alors que les seniors, on le voit, ne sont pas forcément souhaités dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Alors vous avez raison, si on a effectivement, et je suis convaincu qu'il faut le faire, une réforme des retraites, il faut s'occuper du maintien dans l'emploi des seniors. On l'a vu, même pendant la crise, un certain nombre d'entreprises qui ont eu tendance à proposer des pré-retraites, à faire partir les seniors. Je pense qu'on se prive, quand on fait ça, de l'expérience de salariés qui est quelque chose d'extrêmement précieux pour les entreprises. Donc c'est un dossier, un sujet qu'il faut aborder
en même temps que la réforme des retraites. Ça pose des questions de formation tout au long de la vie. On a de nombreux outils pour se former tout au long de la vie, par exemple avec le CPF, le compte personnel de formation. Et puis, il y a aussi des enjeux des métiers dans lesquels il y a une usure professionnelle. Donc, il y a de la prévention de l'usure professionnelle auquel il faut être attentif. Donc, c'est un volet qui est tout à fait complémentaire d'une réforme des retraites. Le travail des seniors, justement, fait l'objet d'une attention particulière à Limoges. Alors que le chômage a atteint l'an dernier son plus bas niveau depuis 2012, certains restent encore sur le carreau. Une discrimination est pointée du doigt, celle liée à l'âge. À Limoges, donc, la boutique Club Emploi a lancé Génération, une initiative visant 2 tranches d'âge, confrontées à la méfiance des recruteurs. Un reportage d'Alain Druot sur place. Quand on est en recherche d'emploi, il est reproché aux pas encore trentenaires de manquer d'expérience et aux bientôt quinquagénaires et plus d'être dépassés. Ces clichés s'accumulent et la boutique Club Emploi a lancé une initiative appelée Génération pour les moins de 31 et les plus de 45 ans, mêlant travail en groupe et individualisation de l'action. Les faire se rencontrer, ça va permettre d'échanger un petit peu parce que les moins de 31 ans et les plus de 45 ans ont parfois des ressentis et des a priori de ce que pourraient penser les employeurs sur leur manque d'expérience. Les uns comme les autres vont se rendre compte qu'on a tous des freins, on a tous des a priori et que par l'échange, on peut enrichir son réseau, sa manière de penser. On peut avoir été chef d'entreprise et utiliser les services de la boutique Club Emploi. Pour y trouver des conseils pour favoriser mon accès à l'emploi. Moi, j'ai eu une entreprise pendant un quart de siècle. Et j'ai donc une large expérience, mais c'est moi qui encadrais, voilà, totalement. Et aujourd'hui, je recherche plutôt un emploi. Cette année, 11 sessions d'information sur le Club Emploi et Génération sont proposées au public. Sur le front de l'épidémie maintenant, les chiffres continuent de reculer en France malgré une pression encore forte sur les hôpitaux. Le pass vaccinal entré en vigueur il y a 15 jours sera appliqué à partir du 7 mars, notamment en Martinique, au grand désarroi des établissements relevant du public, cinéma, restaurants, salles de sport, salles d'exposition. Tous savent que la mesure s'appliquera, mais espèrent des adaptations. Johan Charpentier-Titi pour la rédaction locale de VIA TV Martinique sur place. Couvre-feu, passe sanitaire et maintenant passe vaccinal. Une nouvelle contrainte pour les établissements recevant du public. Dans ce restaurant, l'optimisme n'est pas au rendez-vous. On s'attend de toutes les façons à une diminution de la fréquentation, puisqu'on sait très bien qu'en Martinique, les gens sont un peu réticents à la vaccination. Maintenant, le pass vaccinal est composé aussi du certificat de rétablissement, donc on espère non plus que la clientèle, en tout cas, restera fidèle à notre offre. Mais ce n'est pas gagné. Pour profiter d'un bon repas entre amis, il faudra se mettre en conformité avec le pass d'ici le 7 mars, sous peine de devoir sacrifier une partie de sa vie sociale. Une fois que ce sera en place, si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas sortir comme on le fait maintenant, puisque là on peut avec les tests. Je serai obligée de modifier mes loisirs, parce qu'effectivement je ne pourrais pas forcément aller autant au restaurant. Même cas de figure dans cette salle de sport, déjà éprouvée par 2 années de crise sanitaire et restrictions. C'est un coup d'arrêt supplémentaire, chose dont le préfet est déjà au courant, mais il s'obstine apparemment à mettre tout cela en place, malgré que Olivier Véran annonce en même temps sur RMC que le pass vaccinal ne durera pas avant jusqu'à l'été. Donc nous, on se pose la question à savoir est-ce que vraiment il prend conscience de la difficulté économique dans laquelle il met nos entreprises. Et pour les adeptes de musculation réfractaires à la vaccination, il faudra s'adapter. Si on m'interdit l'accès, je ne vais pas y aller. Je n'ai pas envie d'être hors la loi par rapport à ça. Si je veux prendre le vaccin, je vais prendre mon vaccin et puis je vais retourner à la salle. Mais si je n'en ai pas envie, je ne vais pas être hors la loi, je ne vais pas forcer l'accès. De toute façon, ils vont m'interdire l'accès. Donc je vais soulever des palettes, je vais aider maman, je vais aider papy. Ils seront peut-être nombreux à emprunter cette voie. Pour l'heure, moins de 40% de la population possède un schéma vaccinal complet en Martinique. Voilà, nous partons en Gironde maintenant, sur le bassin d'Arcachon, où les pêcheurs sont inquiets. Ils protestent contre la réduction imposée par l'Europe de 37% de leur quota de pêche de sol.
Un coup dur pour les pêcheurs locaux qui peuvent néanmoins compter sur le soutien de l'État. La ministre de la Mer, Annick Girardin, a notamment annoncé le déblocage d'une enveloppe de 14 millions d'euros pour renouveler les criées. Les pêcheurs, quant à eux, pourront être indemnisés jusqu'à 85% de la perte de leur chiffre d'affaires. Des annonces détaillées lors du déplacement de la ministre sur le bassin d'Arcachon. Réaction au micro de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Tout le monde n'a pas besoin de cet accompagnement, donc on ne va pas diviser la somme par le nombre effectivement de criées. Et puis les projets seront sélectionnés et ceux qui en auront le plus besoin, et c'est le cas des criées touchés par les diminutions de quotas de sol, nous serons aux côtés de la criée d'Arcachon comme des criées qui sont touchées par la diminution des quotas de sol. Je vous le disais dans les titres, alors que certains matins le thermomètre flirte avec 0 degré, à Brest, les bébés font la sieste dehors. Oui, vous avez bien entendu, dehors. À la crèche Jean de La Fontaine, pionnière en la matière, sauf orage ou pluie diluvienne, l'équipe propose la sieste nordique aux enfants qui ont notamment des soucis de sommeil. Et les bienfaits se font souvent ressentir rapidement, vous allez le voir avec ce reportage de TBO réalisé par Valérie Leroux-Coleno sur place. C'est parti. Petit ourson, voici Isor, 7 mois et demi, paré non pas pour la balade, mais pour le dodo. Un dodo ici en plein air, dans ces petits lits à roulettes résistants à l'humidité, aménagés de moustiquaires. Ce matin-là, il fait 4 degrés. Les gouttes de pluie ne sont pas très loin. Quelques minutes auparavant, je mets un surpantalon sur elle parce qu'elle a un pantalon hyper léger et je rajoute des petits chaussons. Voilà. Sinon, on a les combis pilotes qui sont de différentes épaisseurs. À part quelques réveils pour cause de perte de tétine, Isor dort beaucoup plus longtemps. Elle est beaucoup en fait dans les bras à la maison. Avec une turbulette, ça lui suffisait pas. L'endormissement était un petit peu plus compliqué. Du coup, on a essayé dehors et ça a marché. Elle se sentait, je pense, plus enveloppée. Je sais que ça se fait beaucoup dans les pays du Nord et donc ils sont plutôt réputés en termes d'éducation. Je pense que ce soit en termes de maladies, de qualité du sommeil, très bien en tout cas. C'est en constatant il y a 10 ans que les enfants qui s'endormaient lors de la balade en poussette avaient un endormissement très serein et un sommeil très réparateur que l'équipe nourrit le projet. Les poussettes sont dans un premier temps installées dehors. Fin 2018, cet espace dédié est aménagé. Il nous faut quand même l'accord des parents. Et puis après, c'est l'enfant qui décide. On a décidé en fait de ne pas coucher les enfants en dessous de 0 degré et surtout pas au-delà de 25 degrés. C'est même plus les températures chaudes qui sont gênantes. D'autres enfants dorment dans cette pièce intermédiaire, la chambre ouverte. 15 degrés au thermomètre. L'établissement pionnier est aujourd'hui régulièrement sollicité pour partager son expérience. L'idée de la sieste en extérieur séduit de plus en plus de crèches. Voilà, et puis si cette expérience pour les bébés vous tente, eh bien vous pouvez toujours la tenter à l'âge adulte. La facilité de bien s'exprimer ou encore de façon plus poétique, le don de la belle parole, on en parle à présent dans ce JT. Comme chaque année, vous allez le voir, le lycée Europe de Cholet organise son concours d'éloquence. Le principe, inviter les élèves à prendre la parole en public et à travailler un thème bien précis. Pour cette 5e édition, c'est Salomé qui a remporté ce concours. La lycéenne a axé son intervention sur le thème des sorcières, victimes historiquement de préjugés. Des propos recueillis au micro de Pierre Genevray pour TLC. Que voyez-vous, vous, quand je vous évoque le mot sorcière ? Mes recherches m'ont permis de repenser à son sens, de ne plus penser à la sorcière des contes qu'on raconte aux enfants, mais à la femme courageuse qui se cache derrière. On a eu des séances où les CDI nous aidaient, enfin les dames du CDI, pardon. Il y a eu les parents, donc j'ai pu modifier, mais bon, je leur répétais pas trop souvent parce que donc je me suis aussi entraînée toute seule. Voilà, sans transition, les plus jeunes savent aussi se montrer généreux, vous allez le voir. À Monaco, les étudiants du lycée hôtelier ont taché leur tablier pour la bonne cause. Ils ont préparé un repas gastronomique au profit des droits de l'enfant. Pour réussir ce challenge et satisfaire l'appétit des invités, ils pouvaient compter sur les bons conseils du chef étoilé retiré des fourneaux Joël Garraud. Écoutez-le à ce propos, interrogé par Alexandra Pani de Monaco Info. Les élèves ont vraiment été, on va dire, à l'écoute des conseils que l'on peut donner sur cet instant qu'on vient partager avec eux. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de sentir, on dit toujours les jeunes, mais ils étaient très intéressés et ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu où j'avais fait ces petites coupures et vraiment de revenir et de regoûter à ça, c'est que du bonheur.
Maintenant, départ pour l'Occitanie avec un saut au XVIe siècle, avec un tableau datant de 1520 qui a été vendu aux enchères à la chapelle des Carmélites à Toulouse. Ce tableau issu d'un retable allemand très ancien a été découvert dans un grenier toulousain à l'occasion d'une succession. Estimée entre 600 et 800 000 euros, l'œuvre de Bernard Strige s'est finalement vendue à 2,8 millions d'euros. L'acquéreur est un musée resté inconnu. Images et réactions par Manon aussi, de nos confrères de la Dépêche du Midi sur place. Incroyable, il a dépassé vraiment toutes nos espérances, il était vraiment magnifique. On est extrêmement heureuse que ce grand artiste et ce grand tableau mérite en fait cette belle enchère. On pressentait qu'il allait dépasser 1 million parce on avait eu beaucoup de demandes de gens qui étaient intéressés. Les acheteurs ont vraiment marqué à quel point il a sa place en histoire de l'art et il venait de partout dans le monde. C'était à la fois des particuliers, à la fois des marchands, à la fois des institutions. Donc vraiment tout le monde de l'art s'y est intéressé. Connue pour ses thermes et son casino, la ville d'Enghien-les-Bains l'est aussi pour les arts numériques. Jusqu'au 8 avril, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses du cinéma de science-fiction au Centre des Arts, à travers l'exposition Interstellaire, un voyage dans le temps et dans l'espace avec Elisa Zanetta de Via 95. Regardez. Ce petit martien n'est autre qu'une maquette de pré-production du film Mars Attacks, réalisé par Tim Burton en 1996. Cette miniature fait partie de la nouvelle exposition temporaire du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Cette exposition s'appelle Interstellaire et s'organise autour d'un grand thème spatial, une sorte de voyage interstellaire qui va faire référence à un genre cinématographique qui est le space opéra et qui va retranscrire un petit peu toutes les grandes épopées de science-fiction et de façon sous-jacente aussi, c'est l'occasion de parler de l'évolution des effets visuels, ou des effets spéciaux plutôt. L'occasion de s'immerger dans des films cultes comme La Guerre des Étoiles avec une réplique du droïde C3PO, créé en collaboration avec le Musée du cinéma de Lyon. Interstellaire montre les nombreuses étapes nécessaires à la conception d'un film, telles que la création de prothèses faciales pour le long métrage 2001, l'Odyssée de l'espace. Les visiteurs, déjà, il faut bien qu'ils comprennent que tous ces objets sont des vrais objets qui ont servi sur les tournages. Et donc, ils vont pouvoir déjà voir les objets qu'ils connaissent par cœur, ils vont pouvoir les voir en vrai, donc ils vont pouvoir voir la différence parce que il ne faut pas oublier que ces objets sont créés pour être éclairés dans un film et non pas pour être vus comme ça. Une plongée dans les coulisses des films et séries de science-fiction appréciée par ses visiteurs. J'ai beaucoup apprécié les costumes originaux et tout ce qui était les dessins originaux. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une très bonne expérience de pouvoir ça en vrai, comment ça se construisait. Qui est vraiment un sentiment d'originalité, d'authenticité. On n'a pas l'occasion de voir derrière quand on est au cinéma en fait. Ouverte du mardi au dimanche et gratuite, Interstellaire est visible jusqu'au 8 avril prochain. Voilà, nous ouvrons une page cinéma dans ce journal. Mercredi est sorti dans les salles Les Vedettes, un nouveau film du Palmachot qui raconte l'histoire de deux hommes à la recherche de la reconnaissance publique via les jeux télé. Le duo humoristique yvelinois est venu présenter le film en avant-première à Saint-Quentin en Yvelines. Un moment forcément hilarant auquel ont assisté Célia Gatsongo et Grégory Canalet de la rédaction de TV78. On me dit que vous chantez. Ouais mais non, ça j'ai arrêté ça. Attention Daniel, allez! Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci Daniel, quel beau bras. Oh les barricades! Ok tout le monde, on a un champion, on garde les caméras sur lui. C'est avec humour forcément qu'ils font leur retour sur grand écran. Le duo du Palmachot signe Les Vedettes. Daniel et Stéphane sont collègues. Tous les opposent mais ils vont participer ensemble à un jeu télévisé. Objectif, gagner de l'argent et surtout briller en société. Un film sur le besoin de reconnaissance et une critique de notre temps. Aujourd'hui, on court après les likes sur les réseaux sociaux, après les j'aime, donc on fait un petit peu n'importe quoi. Parfois, on se rend ridicule. On a envie de passer à dans les télé-réalités, les télécrochets. On court après cette reconnaissance. Et ce qui nous plaît dans ce film, c'était de raconter justement une histoire d'amitié entre deux types complètement en marge, très seuls,
qui cherchent à s'intégrer de cette manière, mais qui le font de façon complètement ridicule, mais qui par chance vont se trouver. Passage obligé à l'UGC Ciné-Cité de Sky West de Montigny-le-Bretonneux pour l'avant-première. Les deux amis originaires de Montfort-l'Amaury ont tourné une partie du film Au Bréviaire, parodier la télévision. Un défi pas si simple pour le Palmachot. On essaye de prendre des émissions qui existent, ou en tout cas des mécanismes qui existent, des mécaniques d'émissions, et après on y glisse un peu notre humour différent, un peu à chaque fois. On essaye de garder une forme de sincérité en fait malgré tout, pour avoir de l'empathie pour n'importe quel personnage. Je sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez un énorme potentiel. Si, en plus j'en ai conscience. Oui, c'est vrai. 6 ans après leur dernier film, La folle histoire de Max et Léon, Les Vedettes sortira dans les salles obscures ce mercredi 9 février. Et en attendant, le Palmachot a publié 2 nouveaux sketchs autour de la promotion du film sur leur chaîne YouTube. De toute façon, il faut qu'on s'occupe de la promo des vedettes là. Il faut qu'on la déchire. Ah, bien sûr, on va la déchirer. C'est quoi la première interview ? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir à tous.